Bon, apparemment, comme je viens de dire qu'il y a un problème technique concernant les machines, alors on n'a pas pu vous présenter les reportages qui ont été prévus, qui parlent soit de Daesh avec la fabrication des armes chimiques en Syrie et en Irak, soit de la situation en Syrie avec les activités de la part de Moscou, des États-Unis, etc., de plein de pays dans le monde aujourd'hui concernant la situation à Alep. De toute façon, on va parler de ces sujets avec notre invité ce soir, Dr Hassam Abdel Fattah. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de présenter un reportage que malheureusement on n'a pas pu le diffuser. C'est concernant l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui a assuré que Daesh fabrique déjà des armes chimiques en Irak et en Syrie. Premièrement, quels sont les indices qui indiquent une information pareille? Écoutez, parce que quand on va jusqu'à dire que Daesh maintenant est en mesure de fabriquer des armes chimiques, ça c'est quand même très contestable. Et étant donné que Daesh maintenant a des moyens qui lui permettent en fait d'avoir des armes chimiques. C'est-à-dire que Daesh actuellement, vous savez qu'il y a beaucoup d'éléments de Daesh c'est-à-dire que c'est une composition hétéroclite, puisque vous avez beaucoup de nationalités. Vous avez par exemple des Russes, vous avez aussi des États-Unis, vous avez de l'Europe, des Arabes, des Tunisiens, Égyptiens. Donc, mais certainement, ils disposent d'un certain nombre de ressources qui leur permettent, bien entendu, par exemple les puits de pétrole. À un moment donné, ils ont pu justement, ils ont mis la main sur les puits de pétrole, puis après ils ont commencé à trafiquer le pétrole vers la Turquie, puis ils ont gagné quand même une certaine fortune qui leur a permis d'avoir des armes chimiques. Ça c'est une hypothèse quand même très probable. Mais il faut les têtes, non? Pardon? Il faut des têtes. Oui, mais les têtes, ça veut dire que quand vous importez des armes, par exemple, des armes chimiques, ça veut dire que les cerveaux ne se trouvent pas dans Daesh. Parce que où exactement? Sur quel terrain? Ça, c'est très difficile. Étant donné qu'actuellement, Daesh, après l'intervention de la Russie, Daesh a commencé quand même à se déplacer. Il y a une grande partie de Daesh qui s'est déplacée vers la Libye. C'est loin vraiment de la bataille, de la guerre. Oui, et puis après, la Libye, devenue, pour Daesh, est un terrain très fertile, très approprié pour accueillir d'autres éléments terroristes. Et il ne faut pas oublier aussi Boko Haram. Boko Haram, certainement, ouvre les bras à Daesh. Il y a aussi Boko Haram. Ils ont déjà fait allégeance. Oui, allégeance, tout à fait. Il y a l'ACMI. Oui, donc le fait d'avoir une usine où on peut fabriquer les armes chimiques, ça c'est très, à mon avis, c'est très contestable. Or, ça n'empêche, c'est-à-dire que sur le terrain, rien n'empêche que Daesh possède les armes chimiques. Et puis, parce que, à titre d'exemple, comment se fait-il que Daesh, par exemple, ait obtenu les armes avec lesquelles, maintenant, elle mène les batailles? Comment? Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même des moyens. Mais au point à fabriquer des armes oui, chimiques. c'est quand même très difficile. Mais est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont déjà utilisé ces armes pour qu'on pense à cette hypothèse? Oui. On n'a pas vu en fait l'usage des armes chimiques, mais on a vu certainement des massacres. On a vu par exemple lorsqu'ils décapitent les femmes, les enfants, les hommes. Oui, mais on n'a pas vu des armes chimiques. Et puis même si on trouve des traces d'armes chimiques, jusqu'à maintenant, je pense que c'est peu incontestable. Si on se rappelle, il y a plus d'un an, peut-être 2 ans, quand on a accusé le régime syrien de Bachar al-Assad de bombarder des régions par les armes chimiques. Oui. Et même on a vu les vidéos avec les enfants qui étaient dans un état suffocant. Vous vous rappelez de ces images, etc. Est-ce que c'est possible alors que c'est Daesh qui avait commis ce crime? Ou bien c'est une hypothèse vraiment très loin? Vous savez qu'en matière de politique, on peut toujours lancer de multiples hypothèses dans ce sens, mais tant que les enquêtes n'ont mené justement à rien à propos de ce sujet-là, c'est très difficile de le dire, mais rien n'empêche quand même que Daesh puisse justement aussi posséder des armes chimiques, ou bien usurper par exemple des terrains où se trouvent des armes chimiques appartenant à la Syrie. Ça c'est possible, mais moi je pense que c'est quand
quand il y a une utilisation, un recours aux armes chimiques, c'est mené par le régime. On a vu ça avec Saddam Hussein, à titre d'exemple, contre les Kurdes. Les armes chimiques contre les Kurdes. Et puis après, avec Assad aussi. Assad aussi, bien sûr, je pense qu'il possède des armes chimiques. Et Assad, certainement, n'hésite jamais à utiliser les armes chimiques contre ses ennemis. C'est-à-dire, quels que soient ses ennemis, qui que ce soit, ça veut dire que Daesh, islamiste ou n'importe, ou bien opposition, ça c'est très probable. On va prendre l'avis quand même de Dr Saïd Zulfaqar au bout du fil. Bonsoir, docteur. Oui. Docteur Saïd. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle là justement d'une déclaration ou bien d'un rapport de la part de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui a assuré que le groupe terroriste Daesh fabrique des armes chimiques en Syrie et en Irak. Est-ce que, selon vous, c'est logique? Est-ce que c'est une information qu'on peut dire que c'est confirmé? Bon, confirmé, non, mais c'est certainement une rumeur, mais une rumeur qui a certaines bases de vérité, parce que j'écoutais ce que disait mon collègue Sam Al-Fattah. Oui. Vous savez qu'en 2012, il y a eu l'utilisation d'armes chimiques dans la région de Idlib. Oui. Les Nations Unies avaient envoyé une commission d'enquête dirigée par l'ancienne procureure du tribunal de Yougoslavie, du nom de Carla Del Ponte. Et Carla Del Ponte, je ne me rappelle plus si c'était en 2012 ou en 2013, c'était en avril 2013, je crois, avait déclaré que ces armes avaient été utilisées par les rebelles. Or, les rebelles dans la région de Idlib, c'est Jabhat al-Nusra. Mais Jabhat al-Nusra et Daesh, c'est la même mère, si vous voulez, c'était le Qaïda à l'origine. Donc, certainement, ces armes chimiques existent. Et quelques mois plus tard, elles étaient utilisées dans la banlieue de Damas, d'après les recherches des Nations Unies qui étaient sur place. Ces armes étaient arrivées à travers la Géorgie, par la Turquie, de la Géorgie, Turquie, vers les groupes de nouveau Jabhat al-Nusra, qui sont c'est-à-dire que Daesh, c'est une dissidence de Jabhat al-Nusra. Ont été utilisés par ces gens-là, donc ils sont en possession d'armes chimiques. Qui les fabriquent ou qui les fabriquent pas, j'en sais rien, mais la matière première, elle existe sur place, et si elle n'existe pas, elle arrive à travers la Turquie, de Géorgie ou d'Ukraine, si vous voulez, de ces régions-là. Oui, mais on n'a pas vraiment une information qui peut confirmer ça. Mais en même temps, ma question, c'est que si depuis la décision de l'inspection des armes chimiques de la Syrie, et depuis que Bachar al-Assad a cédé à cette inspection, et même on a déplacé tout ce qui fournit l'arme chimique vers la Russie, etc., et d'autres pays à l'époque. Mais depuis, on n'a jamais entendu qu'il y a eu un bombardement chimique en Syrie. Si, il y en a eu en Irak, dans la région de Kirkouk, il n'y a pas longtemps, il y a 2 3 semaines, des armes chimiques ont été utilisées contre les forces de Peshmerga dans la région de Kirkouk. Moi, j'ai vu des photos. Il y a eu également, je pense que c'était à Alep. À Alep, de nouveau, j'ai vu des photographies, de télévision, où des armes chimiques avaient été utilisées par Daesh, et par Daesh cette fois-ci. Dans les deux cas, dans les cas d'Irak et d'Alep, c'était Daesh qui les avait utilisées. Mais là, quand on parle d'une évolution très importante et très dangereuse comme ça, quelle sera la réaction de la part de la communauté internationale? Non, mais la communauté internationale, vous savez, elle n'existe pas. C'est un nom qu'on donne. La communauté internationale, elle se résume les États-Unis et les 3 ou 4 vassaux autour d'elle, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Ça n'existe pas, la communauté internationale. D'accord, la Russie? Mais elle n'en fait pas partie, puisque ceux qui se considèrent être la communauté internationale, c'est principalement l'Amérique qui donne les ordres. Et la Russie n'en fait pas partie. Mais normalement, ça devrait être les Nations Unies, mais les Nations Unies actuellement est en dégénérescence et dominée par une seule puissance, celle des États-Unis. Donc, ne parlons pas de ces pays-là. Ces pays sont les principaux instigateurs de ce qui se passe en Syrie et en Irak. C'est l'Amérique qui a envahi l'Irak. Donc c'est elle qui est la principale protagoniste. Dans le cas de la Syrie, l'Amérique, à travers l'Arabie Saoudite et le Qatar
et la Turquie ont fait de même, avec la France en arrière-plan aussi. Donc, vous savez, c'est eux les principaux fauteurs de tout trouble. Donc, ne pensez pas à ce qu'ils vont avoir des arrière-pensées. C'est eux qui sont les principaux responsables de tout ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, et en Libye. Il faut dire, la Libye a été envahie par la France et l'Angleterre et l'Italie. Et il faut dire quand même donc, maintenant qu'ils se l'armoient parce qu'on utilise des armes chimiques. Mais qui a fourni les armes chimiques? Les armes chimiques que Saddam Hussein a utilisées contre l'armée iranienne a été fournies par les Américains. Il faut dire quand même que ce sont eux peut-être les causes, mais en même temps la dictature dans les pays arabes, c'était quand même une des causes de ce qui a déclenché tout ce qui se passe dans la région. Ma question, vous êtes à Paris actuellement et puis on vient d'apprendre que les réunions sur la Syrie ont été déplacées au lieu de Genève. On est allé vers l'Allemagne, à Berlin. Pour quelle raison? Non, ça, moi, je ne suis pas au courant, de cette histoire, mais je pense, je ne sais pas, j'avais aucune idée. Moi, j'étais à Genève hier, j'arrive de Genève, et je pensais que la délégation syrienne était encore là. Je ne suis pas au courant du fait, je ne sais pas pourquoi ils ont été transférés. Ah bah, aucune idée. Bon, on va poser la question à Dr Assam. Je vous remercie beaucoup, Dr Saïd Zulfaqar. Vous êtes analyste politique et vous êtes à Paris. Dr Assam, là, vous avez n'importe quel commentaire concernant les armes chimiques fabriquées par Daesh? Non, c'est fabriqué, non, mais la possibilité que Daesh possède des armes chimiques, oui, c'est une possibilité quand même qu'on peut toujours fonder sur quand même une expérience. C'est-à-dire, rien n'empêche que Daesh possède les armes chimiques, ils ont tous les moyens de le faire. Et puis, il y a aussi, sur le plan théorique, plus en fait les Daesh ou toutes les factions terroristes possèdent des armes chimiques, je pense que c'est dans l'intérêt aussi de superpuissance. L'intérêt parce que ça leur donne vraiment une raison suffisante d'intervenir. Par exemple, on a vu les raids russes menés par les Russes, l'intervention russe en Syrie. Ça, elle est fondée sur quel prétexte ou quelle raison? C'est-à-dire que combattre le terrorisme, parce que le terrorisme menace la Russie et menace aussi toutes les puissances internationales. En même temps, le gouvernement syrien a demandé à la Russie. Oui, mais ça, c'est-à-dire que on trouve même la Russie en fait a beaucoup de raisons d'intervenir, à part certainement l'intérêt. Enfin, les questions relatives aux intérêts de la Russie, à intervenir certainement dans cette région stratégique, mais il y a toujours des raisons qui s'avèrent en fait légitimes en fait d'intervenir, c'est combattre le terrorisme qui sévit en Syrie et qui menace la Russie. Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la région qui entrave les grandes puissances telles que l'Europe ou bien les États-Unis à intervenir? Non, rien ne les... On s'attend pas on n'attend pas la présence de... Ils sont intervenus. Ils sont intervenus en Irak. On les a vus intervenir en Irak. Bien sûr. Et puis après, ils étaient aussi sur le point d'intervenir en Syrie. C'est-à-dire que je pense que l'intervention russe, en fait, a changé complètement l'équation. Même les négociations. Les négociations. Oui. C'est-à-dire que c'était inattendu, et puis après, ça a changé. La Russie, quand même, a su jouer le jeu. Ça, c'est important. Mais pour l'intervention au nom de la guerre contre le terrorisme, c'est un prétexte légitime, je légitime, en fonction du droit international, et puis soutenu toujours par les Nations Unies. Ça, on l'a vu, mais la Russie, peut-être, c'est elle qui a précédé les autres, et puis elle est intervenue à un moment, à mon avis, très opportun. Et on a vu, c'est le Daesh actuellement, on voit le danger de Daesh, et avec ce danger, en face de ce danger, tout le monde a commencé à reconnaître un petit peu, à donner un peu de crédibilité à l'intervention russe. Ça, c'est important. Et ça continue quand même, mais en même temps, il y a quelques jours, on a entendu, ou bien on a appris des déclarations de la part des États-Unis que c'est possible qu'ils interviennent vraiment en Syrie. Est-ce que c'est possible avec la présence des forces russes, ou bien non, il y aura peut-être une coordination entre les deux? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Parce que ça sera une guerre mondiale. Ah, absolument. Voilà, oui, je ne pense pas. Ils ne sont pas sur le même... Ce sont des déclarations. Oui, mais ils ne sont pas sur le même camp. Non. Voilà, là... Il y a des activités incroyables sur la question de Alep, partout dans le monde. On commence par exemple par la Ligue arabe, qui s'est réunie sous la demande du Qatar avec le soutien de l'Arabie saoudite pour discuter de ce qui se passe à Alep. Quelles sont
qu'est-ce qu'on attend de la Ligue arabe déjà? De la Ligue arabe, on n'attend rien. Non, c'est-à-dire il faut rien en fait attendre de la Ligue arabe, puisque vous savez, même après avoir parlé déjà ce qu'on appelle de la force commune ou des troupes communes qui relèvent de la Ligue arabe, rien. Mais c'est-à-dire que ce sont une série interminable de réunions qui, à mon avis, qui n'aboutissent à rien. Mais simplement, c'est un instrument ou un mécanisme international pour exprimer sa contestation sur une position et pour aussi exhorter toutes les puissances internationales à intervenir de manière beaucoup plus positive vis-à-vis justement de ce qui se passe à Alep et vis-à-vis aussi de la Russie. Et on vient de dire que c'est très difficile en fait de résoudre ce problème, étant donné qu'il y a toujours un terrorisme, et il est vrai qu'il y a des victimes, mais il y a toujours des victimes quand on est en guerre contre le terrorisme, il faut qu'il y ait des victimes. Et même si par exemple il n'y a pas des victimes comme conséquence de cette intervention, comme cette guerre contre le terrorisme, il y aura d'un autre côté des victimes de terrorisme. Oui, mais ça c'est le problème. Oui. Ouais. Ça à mon avis, c'est très important. Par contre, vous ne pouvez pas dire que les décisions qui seront prises par la Ligue arabe seront un avis pour le Conseil de sécurité qui va se réunir sur la même question en disant voilà, c'est l'avis d'un bloc formé de tous les pays de la région. C'est très difficile. Comme le cas, si vous vous rappelez, le cas de l'intervention de l'OTAN contre la Libye. Oui. C'était une décision arabe de la Ligue arabe et c'est la raison pour laquelle on a vu l'OTAN bombarder la Libye. Croyez-moi, pour les puissances internationales, ils n'attendaient pas vraiment l'approbation ou l'accord de la Ligue arabe pour intervenir, mais l'accord en fait a servi cette intervention. Il a servi, mais il n'était pas une condition nécessaire pour cette intervention. Absolument pas. Et puis après, c'est que quand on commence à calculer en fait les intérêts et les jeux et dans la région, est-ce que la Ligue arabe était vraiment à cette époque, ce qui s'est passé en Libye, l'intervention occidentale en Libye, est-ce que la Ligue arabe aurait pu refuser cette intervention? C'est très difficile pour moi d'accepter cette hypothèse. C'est la Ligue arabe qui s'est réunie tout à fait au début de la révolution libyenne et qui a demandé au Conseil de sécurité d'approuver une frappe de la part de l'OTAN contre la Libye. Oui, mais ce qui a été accepté. Mais ce n'était pas une condition nécessaire pour ça. Ça veut dire que l'intervention européenne n'attendait pas en fait cette approbation. Il est vrai que cette approbation quand même lui a donné... On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire du tout. Ouais. Mais ce qui est important, à mon avis, en ce qui concerne ce qui se passe en Syrie, c'est complètement différent. Bien sûr. Ça veut dire que la Syrie actuellement, le régime syrien a acquis quand même, a acquis une certaine crédibilité parce que tout le monde a peur du terrorisme. On a vu par exemple ce qui s'est passé en France, en Belgique, les attentats terroristes qui réclamés par Daesh ou Bayt al-Nusra ou n'importe, par toutes les factions terroristes. Ça, à mon avis, donc l'opinion internationale actuellement est très motivée par l'intervention, à mon avis. Oui. Parce que le terrorisme, selon eux, le terrorisme est né chez vous. Je parle des Arabes. Oui. Il reste chez vous, on s'en fout, mais quand il s'agit qu'il vient chez nous, alors là, il faut intervenir, c'est normal, c'est logique. Absolument, mais j'aimerais bien ajouter aussi un autre argument important, c'est que maintenant l'opinion internationale, une grande partie de l'opinion internationale est très convaincue que le terrorisme est soutenu par quand même les Émirats, par les pays des Émirats, par les pays du Golfe. Ça veut dire que c'est je ne veux pas aller jusqu'à dire le régime, mais il y a toujours, que ce soit des émirs ou n'importe, mais il y a toujours des partisans, il y a ceux qui financent, le financement vient de ces pays. Ça ne peut pas sortir de cette région si ce n'est pas financé dans cette région et même entraîné. Oui, absolument, parce que Daesh, pour cette région, c'est-à-dire les choses ne peuvent vraiment se voir que dans la perspective, dans la perspective de la guerre entre Sunna et Shia. Voilà. Daesh et Sunna, donc on doit financer Daesh. Les choses se passent comme ça. C'est comme ça, et vice-versa. Tout à fait. L'Iran, par exemple, Houthis ou n'importe. Et les Houthis, c'est la même chose, c'est le même... Tout à fait.
Comme je viens de dire qu'il y a beaucoup d'activités, on a commencé par la Ligue arabe. Là, il y a, comme je viens de poser la question à Dr Saïd tout à l'heure, pourquoi on a, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'on a changé les négociations, au lieu d'être à Genève, on est allé à Berlin. Non, c'est-à-dire que c'est une question, moi je pense, parce que rien n'a été déclaré à ce égard, Oui. il n'y avait pas de raison en fait quelconque derrière ça, mais je pense que c'était justement ce qui s'est passé, on a prévu ça, mais puis après on a décidé que les réunions se tiennent en Allemagne, là parce que je pense que c'est parce que c'est le gouvernement allemand qui a voulu que les réunions se tiennent sur la terre allemande, parce que je pense parce que le gouvernement allemand est très concerné par ce problème, et puis on s'attend à ce que le gouvernement allemand joue un rôle plus positif. C'est-à-dire qu'il veut vraiment diriger ce mécanisme de négociation. Et on trouve que une nouvelle très importante, c'est que la France invite l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, les Émirats Arabes Unis, lundi prochain, pour discuter de cette affaire, pour discuter de Alep. Bon, déjà, on trouve que la France a invité des pays qui soutiennent ou qui sont tout à fait contre le régime syrien. Elle n'a pas invité quelqu'un qui est pro-régime. Oui. Pour quelle raison ? Pourquoi cette réunion aussi ? Vous savez que toutes les puissances occidentales, quand je dis puissance occidentale, ça veut dire l'Angleterre, la France, aussi l'Allemagne, en général, et puis les États-Unis, bien entendu, ne sont pas d'accord sur l'intervention russe. Bien sûr. Et surtout après la crise ukrainienne, ne sont pas d'accord. Oui, critiqués. Et quand on dit, par exemple, l'intervention russe, ça veut dire aussi le régime, parce que c'est le régime syrien. Et puis après, on s'attendait à un moment donné à ce que les puissances internationales interviennent pour éradiquer complètement le régime de Assad. Or, comme je vous dis que l'intervention russe a changé complètement la donne. Voilà. Oui. Bon, maintenant, jusqu'à maintenant, que les États-Unis et aussi certainement les puissances européennes, ne sont pas d'accord sur la subsistance, enfin la continuation de l'intervention continue de la Russie ou les raids russes en Syrie. Vous voyez ? Donc, à mon avis, ce n'est pas très étonnant en fait de voir que la France ou l'Angleterre même ou les pays occidentaux invitent tous les pays qui contestent le régime Assad, qui contestent la légitimité de Assad. Pour faire pression sur la Russie, par exemple, pour ne plus soutenir le régime de Assad ou quoi ? C'est difficile, parce qu'ils ont déjà fait la pression après, à la suite de la crise ukrainienne, et que la pression n'a abouti à rien. C'est très difficile. En même temps, il y a eu des déclarations de la part des pays occidentaux, peut-être aussi les États-Unis, qu'on peut voir Assad dans les négociations, ou bien dans le gouvernement. La Russie a essayé de faire ça, mais chaque fois, par exemple, chaque fois que des négociations prévues pour réunir le régime de Assad et aussi l'opposition, à tel point que je me rappelle très bien que la partie russe même a accepté l'idée de la formation d'un gouvernement fédéral, c'est-à-dire où se trouve l'opposition à sa place et le régime Assad à la place, mais très, très important, et c'est un point à mon avis très important soutenu par le gouvernement russe, c'est qu'il n'est pas légitime de demander à Assad de partir. Parce que c'est le régime officiel, c'est le régime légitime. Personne n'a le droit vraiment de réclamer ça. À votre avis, c'est différent entre la Russie, une très grande puissance, soutenue, sous-entendu, il faut dire quand même par la Chine, par l'Iran, ces puissances quand même. Oui. Et les différends entre ces puissances et les autres puissances, je parle des États-Unis et de l'Occident, ne sont pas dans l'intérêt de Daesh. Vous voulez dire que l'opposition entre deux puissances qui se pro-Assad n'est pas dans l'intérêt de Daesh. C'est-à-dire, les efforts de ces puissances, si on unit ces efforts, on peut anéantir Daesh. Mais aujourd'hui, avec ces différents Assad reste ou il ne reste pas, je ne sais pas quoi, ça donne un souffle ou bien la vie à Daesh, non ? Écoutez, parce que ce qui peut-être le mot est très contestable à mon avis, c'est quand on dit ils sont capables d'anéantir Daesh. J'aimerais bien peut-être qu'on voit Daesh d'une autre manière, oui. C'est-à-dire que Daesh c'est comme un cancer. C'est un cancer qui se propage
non pas en Irak seulement, mais il est partout. C'est-à-dire en Europe, en Asie, aux États-Unis, il est partout. Hein. C'est pour cela, vraiment, quand on dit on va anéantir Daesh où? Nous avons un grand intérêt aussi à anéantir Daesh sur la terre égyptienne, à titre d'exemple. Et ça, c'est parce que, en fait, vous êtes en face d'un ennemi invisible. C'est clair. Et puis, jusqu'à maintenant, lorsque vous découvrez à un moment donné que l'ennemi continue justement à fonctionner dans l'ombre, lorsque vous vous trouvez confronté à un attentat terroriste. Quand un attentat, par exemple, se déclenche ici dans un quartier populaire ou n'importe dans la station de métro, alors ça nous amène à dire, voilà, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à éradiquer cet ennemi parce que l'ennemi, il y a toujours des ennemis, il y a dans l'ombre, qui vivent dans l'ombre. Et c'est la même chose pour Daesh. Daesh, officiellement, enfin, la piste ou la guerre, le champ de guerre, de bataille, oui, c'est en Irak, tout à fait, en Syrie, mais Daesh, à mon avis, est partout. Au Sinaï aussi, partout. En Afrique. Et puis après, on dit, moi, dès qu'on, par exemple, on commence à réaliser des exploits ou bien des victoires sur Daesh, tout d'un coup, on voit que d'autres factions terroristes apparaissent quelque part. Ils sont renés. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais ma question, c'était pour combattre, pour limiter, pour... voilà. Pour qu'il ne soit pas existant et dominateur, oui. Qui domine des régions comme en Irak et en Syrie, en Libye. Oui. Voilà. Et au Nigeria et au Mali, etc. Ils sont là, ils dominent des régions. Ils dominent, si on se rassemble et on s'unit vraiment. On soutient le régime de Assad parce que il y a une très bonne raison, une raison très forte en fait. Pour soutenir le régime Assad, c'est le régime, enfin, entre guillemets, je dirais, légitime, en fonction du droit international, et qui prend en charge de combattre le terrorisme. Quelles que soient les victimes, soit parmi les civils, où certainement il y a beaucoup d'intérêts opposés, il y a des victimes, on a vu à Alep, par exemple, il y a des massacres commis par ça, mais il y a toujours la peur croissante, la peur qui croît à la suite, par exemple, des attentats qui surviennent ici ou là, en Europe ou partout dans le monde. Là, vraiment, c'est une raison, à mon avis, qui fait qu'il y a une grande partie de l'opinion européenne, internationale européenne ou américaine, ou bien partout, qui se dirige vers... que voilà, Daesh, c'est même le régime syrien. Et c'est vraiment... je pense, c'est-à-dire quand on veut savoir la position de l'Égypte vis-à-vis du régime syrien, là vraiment vous commencez à dire, voilà, on ne va pas jusqu'à dire, le régime, par exemple, le gouvernement égyptien n'a jamais demandé le départ de Assad, mais dit, il faut qu'il y ait des négociations, il faut que toutes les parties se mettent d'accord, parce qu'il y a quand même un intérêt à ce qu'un régime, quelle que soit vraiment l'atrocité, la cruauté de ce régime, il y a un régime qui prend en charge de combattre Daesh, sinon on serait en face d'un chaos à l'instar de celui qu'on a vu en Libye. Voilà, toutes les factions terroristes qui peuvent exister dans le monde se trouvent actuellement en Syrie. Alors il faut qu'il y ait une armée bien organisée pour faire face. C'est normal. Et le remplaçant, c'est qui? C'est l'opposition fragilisée. Quelle opposition? Non, mais ça n'existe plus. Une opposition aujourd'hui, il faut être crédible quand même. Ouais. Parce que tout a été émergé et islamiste, musulman, Daesh, oui. Et tout le monde est ensemble maintenant. Oui. Bon, là, en parlant de Daesh, bien entendu, il y a aujourd'hui une déclaration de la part de l'armée libyenne qu'ils vont faire une intervention très élargie à Sirte, si je ne me trompe pas, pour combattre Daesh. Ouais. Et reprendre la ville de Sirte. Est-ce qu'il y a un espoir, comme l'armée libyenne n'est pas si forte quand même comme l'armée syrienne, et Daesh existe en Libye? L'armée libyenne a besoin vraiment de beaucoup de soutien, je dirais pas soutien moral, mais aussi soutien militaire. Oui. Et que le problème, c'est qu'il y a un petit problème qui concerne peut-être l'armement, c'est-à-dire l'armement de cette armée, l'armée populaire libyenne. Et sans l'intervention, sans les assistances militaires fournies à cette armée, par exemple,
elle ne sera pas en mesure de combattre Daesh, parce que, comme je viens de dire, Daesh, en fait, encercle la Libye. C'est-à-dire que ce n'est pas dans seulement une ville. Une fois qu'on, par exemple, prend la ville, on s'empare de la ville, on évacue les Daeshistes de la ville, il y aura d'autres attaques terroristes qui viennent, par exemple, du sud ou de l'est ou de l'ouest. Donc, sans assistance militaire, provenant, par exemple, des pays arabes, peut-être, ou bien des pays occidentaux, l'armée syrienne trouve beaucoup de difficultés, en fait, à combattre Daesh. Libyennes, pardon. Libyennes. Oui. Pourtant, le président français, François Hollande, quand il était au Caire, il y a même pas 2 semaines ou quelque chose comme ça, il a promis ou bien il a déclaré qu'il faut armer l'armée libyenne parce que c'est très important pour combattre Daesh et les groupes terroristes dans cette région. Ouais. Est-ce que la France va faire quelque chose? La France va faire quelque chose dès lors que, par exemple, vous savez que le flux migratoire, c'est-à-dire que les migrants, c'est-à-dire la crise libyenne, est à l'origine de la crise migratoire. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement, la migration, que ce soit la migration clandestine, illégale, illégitime ou n'importe, c'était vraiment, la crise libyenne est un facteur très important, vraiment, qui a fait croître ce phénomène, et ça a aggravé ce phénomène, et c'est pour cela les pays européens, notamment l'Italie et la France, actuellement, ont un grand intérêt à faire face à cette crise libyenne, et certainement quand on dit crise libyenne, ça veut dire le terrorisme de Daesh en Libye, et c'est pour cela une intervention, bien assistance militaire européenne accordée à l'armée libyenne, quand même, s'avère nécessaire, ce qui, à mon avis, c'est motivé le président. Je ne sais pas si vous parlez d'intervention, mais même assistance, c'est-à-dire livraison d'armes. C'est tout ce que ou intervention demandée, peut-être aussi. L'armée demande une intervention. Voilà. Parce qu'on a reproché en fait à l'Occident, à la puissance occidentale, de quoi? Lorsqu'ils ont commencé leur intervention, c'est-à-dire que l'intervention n'a pas accompli en fait sa mission complète. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Dr Hassam Abdelfattah. Je rappelle que vous êtes analyste politique et professeur de discours. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.